1968, la Tchécoslovaquie s'embrasse. Alexandre Dubček, premier secrétaire du Parti communiste, veut réformer le système soviétique. Il promet, je cite, un socialisme à visage humain. Plus de liberté d'expression, plus de débats et même une légère ouverture à l'ouest. Mais à Moscou, Brejnev voit rouge. Pour lui, ces réformes menacent tout l'équilibre du bloc de l'Est. Et dans notre réalité, les chars soviétiques entrent à Prague, écrasent la révolte et ramènent la silence du plomb. Mais, et si cette fois tout se passait autrement? Et si le printemps de Prague avait réussi? En août 1968, les troupes soviétiques se préparent à intervenir, mais cette fois la situation est bien différente. Car depuis déjà plusieurs mois, la Pologne, la Hongrie et même la RDA traversent une grave crise économique. Les ouvriers polonais manquent de tout, les Hongrois contestent les prix élevés, et à Berlin-Est, les étudiants commencent à murmurer contre le régime. Quand les soviétiques annoncent leur intention d'intervenir en Tchécoslovaquie, les foules sortent dans les rues, les slogans se propagent, solidarité avec Prague, des grèves éclatent partout, les dirigeants locaux paniquent, Brejnev réalise qu'il ne peut plus envoyer ses chars sans risquer une explosion généralisée du bloc communiste. Face au chaos, l'URSS choisit une nouvelle voie. Brejnev annonce une réforme historique, appelée plus tard la doctrine de Prague. Chaque pays du bloc de l'Est aura désormais le droit d'organiser des élections démocratiques, mais seulement entre partis gauche, c'est-à-dire entre le parti communiste ou socialiste. Mais en revanche, ces États devront rester fidèles à Moscou, c'est-à-dire dans le domaine militaire ou économique. À Prague, Dubček triomphe. Les étudiants, les ouvriers, les intellectuels célèbrent la victoire. La Tchécoslovaquie devient le premier pays du bloc de l'Est à adopter un socialisme démocratique. Tous ces événements vont pousser à Enver Hoxha, dirigeant de l'Albanie, de faire quitter l'Albanie du pacte de Varsovie afin de ne pas mettre en péril son régime totalitaire. Cette victoire provoque une onde de choc dans tout le monde communiste. En Pologne, les réformes s'accélèrent, des élections sont organisées et un parti socialiste modéré partage le pouvoir avec le parti communiste. En Hongrie, le souvenir de 1956 renaît, mais cette fois sans bain de sang. Le pays adopte un modèle proche de celui de Prague tout en restant dans le pacte de Varsovie. En Roumanie et en Bulgarie, la transition est plus lente et les dirigeants résistent, mais la population pousse à la libération. Pendant ce temps, à l'ouest, c'est la panique. Les États-Unis et l'Europe occidentale voient émerger un nouveau modèle, une gauche socialiste démocratique, fidèle à Moscou, mais populaire et modernisée. Les partis communistes français et italiens gagnent du prestige. Ils disent pouvoir aussi construire un socialisme libre, sans guerre et ni dictature. La guerre froide change de visage. Au lieu d'un affrontement militaire, cela devient une bataille idéologique entre deux visions du socialisme, c'est-à-dire celle de Prague et celle de Washington. En Amérique latine, les dictatures militaires tremblent. Au Brésil, les étudiants réclament un socialisme démocratique à la Tchécoslovaquie, mais le mouvement est écrasé par la junte. En Espagne, le franquisme est trop solide. Soutenu par la croissance du miracle espagnol, les réformes échouent. Mais en Portugal, la situation est explosive. Nous sommes en 1978. Le pays s'enfonce dans une grave crise économique. Les guerres coloniales en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau épuisent les finances et divisent l'armée. Inspirés par le modèle de Prague et le mouvement socialiste d'Europe de l'Est, de jeunes officiers portugais décident d'agir. Ils lancent une révolution. La révolution des œillets, 5 ans plus tôt que dans notre réalité. Cette fois, la population suit massivement le mouvement d'Estado Novo. Le régime autoritaire de Salazar, puis Caetano, s'effondre. Le Portugal devient le premier pays d'Europe de l'Ouest à pouvoir instaurer une démocratie socialiste en s'inspirant directement du printemps de Prague. Le printemps de Prague, dans notre réalité, a été écrasé. Mais dans cet univers alternatif, il aurait pu changer le destin du monde. Il aurait transformé l'Europe de l'Est en un laboratoire du socialisme démocratique, inspiré les peuples opprimés et ouvert la voie à une coexistence pacifique entre les deux blocs. Comme quoi, parfois, une étincelle de liberté suffit à réécrire l'histoire.
Alors, c'était ma théorie du printemps de Prague. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez revoir d'autres concepts de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Bon, sur ce, bye!